rappelle cette rencontre comme si c'était hier, parce que j'avais lu les livres de Georges Steiner et notre rencontre était à Paris. Pierre Brunel, à l'époque, professeur de littérature comparée à Paris 4, avait organisé un colloque sur la critique littéraire. Et donc, Georges Steiner tenait une conférence et moi, je tenais la mienne. À la fin de ma conférence, où bien sûr, j'avais repris certaines idées de Steiner pour la défense des classiques, en rajoutant bien sûr toute une série d'idées que j'avais et que après ont été très utiles pour écrire l'utilité de l'inutile. À la fin de ma conférence, Steiner se rapproche à moi et il m'invite à déjeuner avec lui. Alors, j'étais très très content et surpris pour cette invitation. On a déjeuné et donc j'ai dit à Steiner, professeur, j'ai un rêve de vous inviter dans mon université, l'université de Calabre. Et Steiner m'a dit, moi j'ai un rêve aussi de visiter la ville de Gesualdo, le grand musicien, à Venosa. Et donc il a dit, faisons une chose où les deux rêves puissent être réalisés. Donc j'ai invité Steiner à l'université de Calabre, il a tenu une conférence inoubliable, les jeunes étaient ravis, et après on est parti en voiture pour aller voir les endroits de Gesualdo. Et depuis, une grande amitié est née entre nous, et donc on s'est revus souvent à Paris, ou dans d'autres endroits en Europe où Georges tenait des conférences, où j'étais invité aussi. Et donc il y a eu ce dialogue entre moi et lui. Et après, voilà, ce dialogue a amené au fond à ce petit livre. Et c'est justement le recueil d'une série d'entretiens que j'ai fait avec lui sur le Corriere della Sera, le journal italien le plus important. Et donc, en particulier, il y a un entretien. C'est l'entretien, disons, qui est né au fond d'un désir que Georges avait. Parce qu'un jour, je suis allé le voir à Cambridge et après le déjeuner, il m'a dit, Nuccio, tu sais, j'ai un certain âge, je voudrais que toi et moi, on fasse une conversation. Et après, tu vas publier cette conversation le jour même de ma mort. Mais il faut la tenir secrète avant. Et je dis, pourquoi pas? Et donc, on a commencé cet entretien posthume, disons. C'est-à-dire parce qu'elle est parue le jour de la mort de Georges. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Et donc, à Cambridge, il m'a raconté une série d'histoires. D'ailleurs, cet entretien est complètement inédit en français. Et donc, il m'a raconté un petit peu certaines choses intimes de sa vie. Et il voulait laisser une trace de lui-même, donc c'était un petit peu un congé de la vie. Et il a raconté des histoires. D'abord, il voulait s'excuser peut-être avec des amis, parce qu'il raconte qu'avec des amis, l'amitié est terminée d'une façon tout à fait brutale pour des petites choses. Et donc il a dit, j'aurais voulu te parler, j'aurais voulu te dire, viens chez moi, mais je me rends compte que c'est trop tard maintenant, mais que tu saches que j'ai pensé à toi. Donc il n'a pas fait des noms, mais les interlocuteurs sûrement savent de quoi il s'agit. Et l'autre révélation intéressante, c'est que Georges m'a raconté que pendant une trentaine d'années, il avait envoyé une lettre presque chaque jour à une interlocutrice dont nous ne connaissons pas le nom, et c'est des centaines de lettres qu'aujourd'hui sont conservées à Churchill College. Mais Georges a dit que seulement après 50 ans, on pourra les ouvrir. Quand je lui ai posé la question pourquoi, parce qu'il a dit je voudrais sauvegarder
un petit peu ma famille et surtout certains interlocuteurs qui sont encore vivants. Donc, dans 50 ans, quand il n'y aura personne, peut-être, si quelqu'un encore va s'intéresser à ma pensée, ils peuvent trouver dans ces lettres-là des choses intéressantes parce que c'était comme un journal intime des rencontres que j'ai faites, des personnes que j'ai connues, des livres que j'ai lus, des projets que j'avais, de mes amours, de toute une série de choses intéressantes. Donc là, j'ai écrit une longue préface. Et c'est un témoignage d'une amitié parce que je dois dire que j'ai eu une chance énorme de connaître un personnage comme Georges Steiner. Les dialogues avec lui m'ont enrichi beaucoup. Georges n'était pas un personnage facile. C'était un personnage qui pouvait avoir des éclats de rage, des moments d'agressivité, mais aussi des moments de douceur. Des moments de douceur et surtout, il s'est révélé un ami très fidèle. Une amitié qui a duré longtemps et que, au fond, nous a rapprochés beaucoup dans les moments de douceur, quand il était détendu, et il me révélait certaines choses intimes de sa vie intellectuelle et de sa vie personnelle. Donc j'ai pensé tout de suite à une très belle page de Michel de Montaigne, quand Montaigne dit, au fond, dans la vie, il faut avoir la chance de trouver quelqu'un qui peut te coincer dans le dialogue, c'est-à-dire qui peut te stimuler, et en même temps, c'est une espèce de lutte corps à corps qu'il faut faire. Eh bien, moi, j'ai trouvé une personne qui m'a donné beaucoup. Et c'était justement avec Georges. Et donc, cette amitié dont j'ai appris beaucoup de choses dans les conversations. À un moment donné, il me parlait des tableaux qu'il aimait, la musique qu'il aimait, les livres qu'il avait aimés. Et en plus, au-delà de cette grande entretien qui est au centre du livre, il y a 4 entretiens encore publiés sur le Corriere della Sera avec des détails importants de sa vie. C'est-à-dire, par exemple, son admiration pour un grand philologue italien, Sebastiano Timpanaro, que Georges appelait mon maître. Et la chose qui le passionnait le plus de Timpanaro, c'était la capacité de ce philologue à travers la philologie, maîtriser tous les savoirs. Parce qu'il avait fait des incursions dans le monde de la psychanalyse, dans le monde du marxisme, dans le monde de la littérature, dans le monde de la philologie. Il avait écrit La méthode de Lachmann, un livre traduit aux belles lettres. Et justement, moi, j'étais l'intermédiaire pour le faire avec Alain Second. Et donc, voilà. Et il explique pourquoi Timpanaro était au centre d'un roman, le premier roman que Georges avait écrit. Et c'était justement l'histoire d'une personne qui corrigeait les épreuves. Le correcteur, c'est le titre en français. Et donc, une personne qui corrigeait les épreuves et que, à travers la philologie, il aurait voulu éliminer l'erreur dans le texte et, à travers le marxisme, éliminer l'erreur dans l'histoire. Donc, c'est très passionnant, cette construction qu'il a fait. Et après, il y a d'autres choses intéressantes, mais dans ma préface, j'ai essayé d'expliquer aussi le titre que j'ai donné à ce livre. Justement, moi, je trouve que Steiner a habité le monde de l'hébraïsme, le monde de la critique littéraire et le monde lui-même en tant qu'hôte. C'est pour ça, mais pas un hôte qui se plie à accepter ce que
la personne que le reçoit voudrait lui imposer. Non, Georges a dit toujours la vérité. Pour ça qu'il est important. Il est important parce que dans son rôle d'invité, il n'a jamais caché sa pensée. Et c'est pour ça qu'en tant que juif, et l'hébraïsme est au centre de la pensée de Georges, Georges a fait une critique à Israël sur le nationalisme. Il dit pour moi, un juif ne peut pas être nationaliste. Parce que la vie d'un juif, son identité est toujours avec le bagage en main, c'est-à-dire prête pour partir. Et donc, il a critiqué Israël pour dire « je comprends », parce qu'il a vécu toujours cette contradiction. Comment je peux critiquer Israël assis dans mon fauteuil commode quand les gens risquent la vie là-bas? Mais il a dit néanmoins, je pense qu'un juif ne peut pas torturer un autre être humain. Un juif ne peut pas être nationaliste. Et donc, il a fait toute une série de critiques. Eh bien, l'autre question, c'est aussi la critique littéraire. Georges est un critique littéraire, mais il a rappelé à ses collègues, aux professeurs universitaires, que nous existons parce qu'il y a des gens, des auteurs qui ont écrit les classiques. Et donc, notre vie, c'est la vie d'un facteur. Nous apportons les lettres, mais ce n'est pas nous à l'origine de ces lettres-là. Bien sûr, le rôle d'un facteur est important parce que je peux me tromper, mettre la lettre, perdre la lettre, ou bien la mettre dans une boîte qui n'est pas la sienne, toute une série de choses. Mais il faut oublier que parfois la critique a utilisé les textes comme prétexte. Et donc Georges fait une critique féroce à la littérature secondaire qui a complètement, submergé les classiques. Et donc c'est dans la direction après que j'ai eu moi-même avec l'utilité de l'inutile et classique pour la vie et les hommes ne sont pas des îles, c'est des livres, une trilogie que j'ai écrite justement pour défendre l'importance des classiques. Alors, sur ça, il y a eu cette liaison très forte. Mais il y a eu aussi des polémiques entre Georges et moi. Parce que Georges me disait, oui, ce que tu dis, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que les nazis qui massacraient les juifs étaient des hommes cultivés. Oui, c'est vrai. Les nazis qui massacraient les juifs, c'était des hommes qui écoutaient la musique classique, qui aimaient les tableaux, l'art, et qui lisaient des romans et des poésies. Mais moi, j'ai toujours répondu à Georges que, au fond, nous n'avons pas d'autre choix. C'est-à-dire, la culture ne peut pas provoquer une métamorphose sûre dans le lecteur. Mais c'est l'unique possibilité que nous avons pour rendre l'humanité plus humaine. Et Georges reconnaissait, parce que lui-même, enfin, était un défenseur des classiques. Donc il connaissait cette contradiction. Mais c'était bien que lui a, a remué le couteau dans la plaie. Parce qu'au fond, ça c'est une contradiction. Il ne faut pas être sûr que d'une façon automatique, la culture puisse transformer les gens. Non. Mais néanmoins, nous n'avons pas d'autre possibilité, je le répète, pour le faire. Donc ce petit livre est aussi, dans l'essai que j'ai essayé d'écrire, une façon de rappeler le discours, les dialogues qu'on a eus, mais est aussi un signe sincère d'une grande amitié.